La baby shower de ma sœur avait lieu dans un restaurant de luxe, mais il n'y avait pas de place pour moi. Ma sœur a dit, « Pourquoi n'essaies-tu pas ce pub miteux de l'autre côté de la rue ?» Ma mère a ajouté, « Ça te va parfaitement. » J'ai souri et répondu, « C'est ce que je vais faire, avant de partir discrètement. » Mais quand elles m'ont vu entrer dans le pub, leurs visages ont pâli. L'invitation est arrivée 3 semaines avant l'événement. Un carton couleur crème, avec des lettres dorées, annonçait la baby shower de ma sœur Rebecca à l'Élégance, le restaurant le plus exclusif du centre-ville de Portland. 25 invités étaient attendus pour célébrer sa 3e grossesse. Je tenais ce papier coûteux entre mes mains, passant mon pouce sur l'écriture en relief, et je me demandais si cette fois-ci serait différente de toutes les autres réunions de famille de la dernière décennie. Ce ne serait pas le cas. En grandissant, Rebecca avait été l'enfant chéri. Elle a épousé Travis Montgomery, dont la famille possédait la moitié de l'immobilier commercial du Nord-Ouest Pacifique. Ils vivaient dans une immense propriété dans les West Hills avec leurs 2 enfants, Nathalie, 7 ans, et Lucas, 4 ans. Rebecca conduisait une Range Rover blanche, portait exclusivement des vêtements de marque, et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Après l'université, ses réseaux sociaux mettaient en scène une existence parfaite, faite de galas de charité, de journées au spa, et de vacances en Europe. J'ai pris un chemin différent. Après avoir obtenu mon diplôme de l'Université d'État de Portland, j'ai ouvert une petite librairie dans le quartier des Arts d'Alberta, appelée Chapter & Verse. La boutique occupait un ancien entrepôt rénové, avec des murs en briques apparentes et des parquets d'origine. Je me suis spécialisé dans les livres rares et les éditions originales, m'adressant à des collectionneurs sérieux et à des passionnés de littérature. L'entreprise fonctionnait avec de faibles marges, mais j'en aimais chaque aspect. Mon appartement au-dessus de la boutique était modeste, meublé de trouvailles de seconde main et de bibliothèques débordantes. Notre mère, Diane, ne m'avait jamais pardonné d'avoir choisi ce qu'elle appelait une vie de boutiquière. Elle me rappelait constamment que j'aurais pu épouser Gregory Ashford, le banquier d'affaires qui m'avait courtisé pendant ma dernière année d'université. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la construction de quelque chose qui m'appartenait. Mon père, Thomas, est décédé il y a 6 ans, emportant avec lui le seul membre de la famille qui comprenait mes choix. Le matin de la baby shower est arrivé avec une bruine typique de l'Oregon. Je me suis habillé avec soin, choisissant une robe portefeuille bleu marine et des boucles d'oreilles en perles, toutes 2 achetées spécialement pour l'occasion. La tenue m'a coûté plus que ce que je dépensais habituellement en vêtements en 3 mois, mais je voulais m'intégrer. Mes cheveux sombres étaient coiffés en vagues souples, et j'ai appliqué mon maquillage avec une attention particulière. En me regardant dans le miroir, je reconnaissais à peine la version soignée de moi-même qui me fixait. L'élégance occupait le rez-de-chaussée d'un bâtiment historique du centre-ville. Des baies vitrées allant du sol au plafond donnaient sur la rivière Willamette, et l'intérieur était orné de lustres en cristal, de sol en marbre blanc, et de tables drapées de nappes immaculées. Un voiturier a pris ma vieille Honda Civic avec un dédain à peine dissimulé. J'ai serré le sac cadeau contenant une couverture de bébé brodée à la main, que j'avais commandé à une artiste locale, et je me suis armé de courage avant d'entrer. La salle à manger privée bourdonnait de conversations et de rires. Des femmes en robe de créateurs et bijoux coûteux se pressaient autour de tables ornées de centres de table floraux élaborés. Des ballons roses et dorés formaient une arche au-dessus de la table des cadeaux. Rebecca trônait au centre, son éclat de grossesse rehaussé par un maquillage professionnel et une robe de maternité en soie fluide, qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Ma mère m'a aperçu la première. Diane portait un tailleur couleur champagne et avait récemment subi une intervention au visage, lui laissant une expression perpétuellement surprise. Elle s'est approchée à pas rapides, le sourire crispé. « Tu es en retard, dit-elle, bien que je sois arrivé exactement à l'heure. » La circulation était plus dense que prévu, ai-je répondu en tendant le sac cadeau. « Où dois-je poser ça ?» Diane a jeté un coup d'œil au simple sac en papier craft avec son étiquette manuscrite. Son nez s'est légèrement plissé avant qu'elle ne fasse un geste vague vers la table des cadeaux débordante. « Trouve juste une place quelque part. » Rebecca s'est retournée alors que j'approchais, ses yeux scrutant ma tenue avec une évaluation experte qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « Oh, tu es venu, dit-elle, son ton suggérant que ma présence était inattendue. Comme c'est gentil. Félicitations, ai-je dit, me penchant pour une demi-accolade maladroite. Tu es magnifique. Merci. Travis et moi sommes ravis pour le bébé. L'échographie suggère que c'est un garçon, donc Nathalie et Lucas auront enfin un petit frère. Elle a touché son ventre arrondi d'une main manucurée.
Nous pensons l'appeler Preston, comme le grand-père de Travis. J'ai souri et hoché la tête, reconnaissant le schéma familier de Rebecca ramenant chaque conversation à sa vie parfaite. D'autres invités se sont pressés autour d'elle, offrant leurs propres félicitations et leur admiration. J'ai reculé, balayant la pièce du regard à la recherche de ma place. Les tables étaient disposées en fer à cheval, chaque couvert marqué d'un carton nominatif calligraphié. J'ai fait lentement le tour du périmètre, vérifiant chaque carton. La belle-mère de Rebecca était assise à la table d'honneur. Diane occupait la place à côté d'elle. Les sœurs de sororité de Rebecca remplissaient une autre table. Les cousines de Travis en occupaient une troisième. J'ai continué à chercher, mon estomac se nouant progressivement. Il n'y avait pas de carton à mon nom. J'ai fait le tour 2 fois, certaine de l'avoir manqué. 25 couverts, 25 noms, aucun d'eux n'était le mien. Une chaleur m'a envahi la nuque alors que la réalité s'imposait. L'invitation n'avait été qu'une formalité. Ma présence n'était pas réellement souhaitée. Rebecca est apparue à mon coude, son expression affichant une fausse inquiétude. Quelque chose ne va pas, Wanda? Je ne trouve pas ma place, ai-je dit doucement, essayant de garder une voix neutre. Elle a regardé autour de la pièce avec une confusion exagérée. Oh, je pensais que Monica t'en avait parlé. Nous avons finalisé la liste des invités il y a des semaines, et avec les restrictions de capacité du lieu, nous avons dû faire des choix difficiles. La famille, les amis du côté de Travis, tu comprends? Des gens qui font partie de nos vies depuis des années. L'invitation portait mon nom, ai-je fait remarquer. Eh bien, oui, mais elle a été envoyée avant que nous confirmions les chiffres définitifs. Rebecca m'a touché le bras avec une fausse sympathie. Je suis sûr que tu comprends comment ces choses fonctionnent. Ce n'est rien de personnel. Diane s'est matérialisée à côté de nous, ayant senti un drame potentiel. Rebecca a raison, ma chérie. Ces événements ont un espace si limité. Peut-être serais-tu plus à l'aise dans un endroit moins formel. Le mépris dans sa voix me piqua plus que l'exclusion délibérée de Rebecca. Je suis resté là, douloureusement consciente que les autres invités nous regardaient, leur conversation s'interrompant alors qu'ils sentaient la tension. Les yeux de Rebecca se sont illuminés d'une inspiration soudaine, bien que j'ai reconnu la cruauté calculée qui se cachait derrière. Tu sais où est le pub O'Sullivan, juste de l'autre côté de la rue? Pourquoi n'essaies-tu pas ce pub miteux? Ils servent à manger, je crois. Des hamburgers et ce genre de choses. Ma mère a carrément ri, un son aigu qui a percé le bruit ambiant. Ça te va parfaitement, en fait. Bien plus ton style que l'élégance. Le commentaire a atterri exactement comme prévu. Autour de nous, plusieurs femmes ont couvert leur bouche pour cacher des sourires narquois. La belle-mère de Rebecca a haussé les sourcils de cette manière particulière qu'ont les femmes riches d'exprimer leur dédain sans parler. J'ai senti mon visage rougir, mais quelque chose a changé en moi. Les années d'insultes subtiles, les comparaisons constantes, le flot incessant de jugements sur mes choix, tout cela s'est cristallisé en un moment de clarté absolue. J'ai souri, en le laissant atteindre mes yeux. Vous savez quoi? C'est ce que je vais faire. Rebecca a cligné des yeux, surprise par mon accord si facile. Elle s'attendait à des larmes ou à des protestations furieuses, quelque chose qui lui aurait permis de jouer la sœur raisonnable, forcée de gérer ma crise émotionnelle. Mon acceptation calme l'a déstabilisée. Vraiment, a froncé les sourcils Diane. Tu vas simplement partir? C'est vous qui l'avez suggéré, ai-je dit agréablement. O'Sullivan a l'air parfait, en fait. J'espère que vous apprécierez toute la fête. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie, la tête haute, ignorant les chuchotements qui ont suivi. Le sac cadeau est resté sur la table où je l'avais posé, mais je ne l'ai pas récupéré. Laissons Rebecca ouvrir cette couverture brodée à la main devant ses invités, et expliquer pourquoi elle venait de sa sœur, qui n'était pas assez importante pour mériter une place. La bruine s'était intensifiée en une véritable pluie. J'ai traversé la rue, mes talons claquant sur le trottoir mouillé, et j'ai poussé la lourde porte en bois du pub O'Sullivan. L'intérieur était tout ce que l'élégance n'était pas, des lambris en bois sombre, des luminaires en laiton, et l'usure confortable d'un établissement qui occupait l'espace depuis des décennies. L'odeur de grillade et de whisky vieilli emplissait l'air. Une poignée de clients occupait le bar, et quelques tables accueillaient les premiers déjeuners. La pluie tambourinait contre les fenêtres donnant sur la rue, et là, dans une banquette d'angle, était assis James O'Sullivan en personne.
Il a levé les yeux des papiers étalés devant lui, ses yeux verts rencontrant les miens avec une reconnaissance immédiate. Tiens, si ce n'est pas la libraire qui m'évite depuis 3 mois. J'avais rencontré James 6 mois plus tôt, quand il était entré chez Chapter et Verse à la recherche d'une première édition de À l'Est d'Éden de John Steinbeck, comme cadeau pour le 70e anniversaire de son père. J'avais trouvé un exemplaire impeccable de 1952 grâce à mon réseau de collectionneurs, et nous avions passé 1 heure à discuter de littérature, d'auteurs préférés, et de l'art mourant des librairies indépendantes. Il m'avait invité à dîner. J'avais refusé, invoquant ma politique de ne pas mélanger les affaires et ma vie personnelle. Il était revenu le mois suivant, achetant un Hemingway dédicacé, et m'invitant à nouveau. J'ai de nouveau refusé. La 3e fois, il a acheté un ensemble complet des premières éditions de Tolkien et n'a rien demandé. Il a juste laissé sa carte de visite sur mon comptoir avec « Appelez-moi quand vous serez prête » l'écrit au dos. Je n'ai jamais appelé. Maintenant, il se tenait là, d'une beauté injuste en jean sombre et pull ajusté, ses cheveux noirs légèrement humides par la pluie. Les papiers sur sa table semblaient être des plans d'architecte et des permis. « James », ai-je réussi à dire, soudain consciente que mon mascara devait couler à cause de la pluie. « Je ne savais pas que vous seriez ici. »« C'est mon pub », dit-il en désignant l'espace. Il l'est depuis 5 ans. Avant ça, il appartenait à mon père, et avant ça, à mon grand-père. Nous approchons de notre 70e anniversaire. L'information a réorganisé ma compréhension de la situation. O'Sullivan's n'était pas juste un bar quelconque que Rebecca avait utilisé pour m'insulter. C'était une institution de Portland, appartenant à l'homme que je tenais soigneusement à distance depuis 6 mois. Je ne savais pas, ai-je dit doucement. Il s'est levé, s'approchant de moi avec une expression inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air d'avoir eu une matinée difficile. La gentillesse dans sa voix a failli briser mon sang-froid si soigneusement entretenu. J'ai regardé par la fenêtre vers l'élégance, où je pouvais voir les silhouettes élégantes de ma famille et de leurs invités à travers les immenses fenêtres du restaurant. La baby shower de ma sœur, ai-je expliqué. Il s'avère que je n'étais pas vraiment invité, on m'a juste envoyé une invitation par obligation. Rebecca m'a suggéré d'essayer le pub miteux de l'autre côté de la rue. Ma mère était d'accord. Elle a dit que ça me correspondait mieux que leur restaurant chic. James a suivi mon regard, sa mâchoire se crispant. Elles sont là-dedans en ce moment? J'ai hoché la tête. Et elles ont qualifié le pub de ma famille de miteux, dit-il, sa voix teintée de quelque chose de tranchant que je n'avais jamais entendu auparavant. Le restaurant qui a été rappelé à l'ordre 2 fois cette année pour des violations du code de la santé? Celui qui dilue son vin et facture $50 pour du poulet réchauffé? Je n'étais pas au courant des violations, ai-je admis. La plupart des gens ne le sont pas. Ils sont très doués pour maintenir leur image. Il a étudié mon visage un instant. Est-ce que ça va? La simple question, posée avec une préoccupation sincère, a finalement fait craquer ma façade. Les larmes me sont montées aux yeux avant que je puisse les arrêter. J'en ai tellement marre d'être la déception de la famille, ai-je dit. Je possède une entreprise prospère. Je subviens à mes besoins. Je suis fier de ce que j'ai construit. Mais pour elle, je serai toujours la fille qui a fait le mauvais choix. James a sorti un mouchoir, un geste démodé qui lui allait pourtant parfaitement. Ta famille ne te mérite pas. J'ai tamponné mes yeux, empirant probablement la situation du mascara. Désolé, je suis un désastre. Tu es parfaite, dit-il simplement. Et je pense qu'il est temps de montrer à ta famille à quel point ce pub est vraiment un miteux. Quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux. Que veux-tu dire? James a souri, et cela a transformé son visage, le rendant de beau à dévastateur. Tu me fais confiance? J'aurais dû dire non. Je le connaissais à peine, au-delà de nos brèves interactions dans ma librairie. Mais debout là, dans le pub de sa famille, venant d'être humilié par la mienne, je me suis surprise à hocher la tête. Bien. Il a sorti son téléphone et a passé un appel. Bridget, c'est James. J'ai besoin de toi au pub immédiatement. Apporte le sac Cartier et cette robe Dior que nous avons achetée pour la vente aux enchères. Taille 38, c'est ça? Il m'a jeté un coup d'œil pour confirmation. J'ai hoché la tête, surprise. Parfait. Dans 20 minutes. L'appel suivant était pour un certain Patrick. J'ai besoin que la salle à manger privée soit préparée. Service complet,
le cristal Waterford, la porcelaine Wedgwood, tout le tralala. Et appelle le chef Bernard chez lui. Je me fiche que ce soit son jour de congé, triple son tarif habituel. Il a passé 6 autres appels en succession rapide, chacun mobilisant ce qui ressemblait à une petite armée. Je suis resté là à regarder, complètement confuse, mais aussi intrigué. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je finalement demandé. « Je t'organise une vraie célébration », a dit James. « Une qui sera visible de chaque fenêtre de l'élégance. » Bridget est arrivée la première, un tourbillon d'efficacité, transportant des housses de vêtements et des boîtes à chaussures. Elle s'est avérée être la sœur cadette de James, une acheteuse de mode pour Nordstrom, avec les cheveux roux de sa mère et les yeux verts de son frère. 20 minutes, a-t-elle annoncé. C'est un nouveau record, même pour moi. Maintenant, voyons avec quoi nous travaillons. Elle m'a examiné d'un œil professionnel. Belle ossature, excellente posture. Nous allons te rendre absolument magnifique. Elle m'a entraîné dans les toilettes privées du pub, qui étaient étonnamment spacieuses et propres. La housse de vêtements a révélé une robe de cocktail bleu nuit, élégante et sobre, avec une étiquette de créateur que j'ai reconnue dans Vogue. Les chaussures étaient des Louis Vuitton. Les bijoux étaient simples, mais clairement chers. « Comment connaissais-tu ma taille ?» ai-je demandé alors que Bridget m'aidait à retirer ma robe portefeuille humide. « James fait attention », dit-elle avec un sourire entendu. « Il a mentionné une fois que tu faisais probablement une taille 38, en se basant sur la façon dont certaines robes vintage tombaient dans ta boutique. Il a un bon œil pour les détails. » L'information a provoqué un léger frémissement chaleureux dans ma poitrine. Alors que j'avais gardé mes distances, James avait discrètement remarqué des choses à mon sujet. Bridget a travaillé rapidement, retouchant mon maquillage et me recoiffant en un chignon élégant. Quand je me suis regardé dans le miroir, je me suis à peine reconnu. La robe épousait parfaitement ma silhouette, sophistiquée et coûteuse, d'une manière qui faisait paraître ma tenue précédente comme une piètre imitation de l'élégance. Voilà ce que j'appelle une entrée, a déclaré Bridget. Quand je suis sorti des toilettes, la salle à manger privée du pub avait été transformée. L'espace, caché derrière ce que j'avais pris pour un simple mur, présentait des plafonds voûtés avec des poutres apparentes, des murs en briques d'origine, et d'immenses fenêtres donnant à la fois sur la rue et sur la rivière. La table était dressée pour 12, avec du cristal qui captait la lumière et une porcelaine qui coûtait probablement plus cher par assiette que toute ma collection de vaisselle. James s'était changé, portant un costume sur mesure qui mettait en valeur ses larges épaules et sa carrure athlétique. Il s'est retourné quand je suis entré, et l'expression sur son visage m'a coupé le souffle. « Tu es incroyable », dit-il doucement. « James, c'est trop », ai-je protesté, faisant un geste vers l'installation élaborée. « Tu n'as pas à faire ça. »« Je ne le fais pas parce que je dois le faire », dit-il en se rapprochant. « Je le fais parce que je le veux. Parce que tu mérites d'être célébré, pas rejeté. Et peut-être un peu aussi, parce que je veux voir la tête de ta famille quand ils verront ce qu'ils ont jeté. » À travers les fenêtres, l'élégance était visible de l'autre côté de la rue. Je pouvais voir la baby shower de Rebecca en plein essor, les invités se déplaçant dans l'espace élégant. « Ils vont voir tout ça ?» ai-je demandé. « Chaque détail, » a confirmé James. « Le chef Bernard prépare un menu dégustation en 7 services, » a poursuivi James. « J'ai invité quelques personnes que je pense que tu devrais rencontrer, et nous allons passer un après-midi spectaculaire, qui n'a rien à voir avec la baby shower de ta sœur, mais tout à voir avec le fait de montrer à Portland ce qu'est vraiment le pub O'Sullivan. » Les invités ont commencé à arriver dans l'heure qui a suivi. J'ai reconnu plusieurs visages de la communauté des affaires de Portland. Margaret Reynolds, qui possédait la plus grande chaîne de librairies indépendantes de la ville, est arrivée la première. Elle essayait d'acheter Chapter et Verse depuis 2 ans, faisant des offres de plus en plus généreuses. « Margaret, vous savez pourquoi je ne peux pas vendre ?» ai-je dit alors que James nous présentait correctement. « En fait, je ne suis pas ici pour faire une offre, » a dit Margaret, acceptant une coupe de champagne. « James m'a parlé de votre système d'inventaire et de votre approche de l'authentification des livres rares. Je veux vous engager comme consultante pour mes magasins. 20 heures par mois, à votre tarif, plus les frais. » J'ai cligné des yeux, assimilant l'offre. « C'est très généreux. »« Ce sont les affaires, » a-t-elle corrigé. « Vous êtes la meilleure du Nord-Ouest Pacifique dans votre domaine. Je serais stupide de ne pas travailler avec vous. » David Chen est arrivé ensuite, présenté comme le propriétaire de 3 restaurants à succès à Portland,
dont un qui venait d'être nominé pour un prix James Beard. James a mentionné que vous travaillez avec de faibles marges dans votre librairie, a-t-il dit directement. Je cherche un espace de vente pour ouvrir un café qui s'adresse à un public littéraire. Peut-être pourrions-nous discuter d'un partenariat. Votre boutique recevrait les revenus du café, et j'obtiendrai le passage de vos clients. Cela pourrait fonctionner, ai-je dit prudemment, mon esprit d'entreprise calculant déjà les possibilités. Les invités ont continué d'affluer. Un promoteur immobilier intéressé par la discussion d'un éventuel espace d'expansion pour Chapter et Verse, une riche collectionneuse qui cherchait quelqu'un de compétent pour l'aider à acquérir et cataloguer une bibliothèque privée, une journaliste du Portland Monthly qui voulait écrire un article sur les librairies indépendantes et avait choisi la mienne comme pièce maîtresse. Au moment où le premier plat du chef Bernard est arrivé, des pétoncles poêlés avec un beurre blanc au champagne, j'ai compris ce que James avait orchestré. Ce n'était pas juste un repas chic conçu pour narguer ma famille. Il avait réuni certaines des personnes les plus influentes de Portland, qui avaient toutes des raisons légitimes de nouer des liens professionnels avec moi. Comment as-tu organisé tout ça si vite, ai-je demandé à James entre deux plats. Je le planifie depuis des semaines, a-t-il admis. J'allais t'inviter à un dîner de célébration pour l'anniversaire du pub. Quand tu es arrivé ce matin, contrarié et insulté par ta famille, j'ai juste accéléré le calendrier. Pourquoi te donner toute cette peine, ai-je demandé. Il a posé son verre de vin et m'a regardé droit dans les yeux. Parce que depuis 6 mois, je te vois détourner chaque compliment, rejeter chaque réussite, et traiter ta librairie comme si elle était moins importante que ce que font les autres. Tu agis comme si tu avais de la chance d'exister dans l'ombre de ta famille, mais tu n'es dans l'ombre de personne. Tu es brillante dans ce que tu fais. Tu as construit quelque chose de réel et de précieux, et il est temps que tu te vois comme tout le monde te voit. Ces mots m'ont enveloppé comme une couverture chaude. De l'autre côté de la rue, à travers les immenses fenêtres d'O'Sullivan, je pouvais voir la baby shower qui touchait à sa fin. Rebecca se tenait près des fenêtres de l'élégance, le visage collé à la vitre, fixant notre réunion. Elle pouvait tout voir, la robe de créateur que je portais, les invités influents qui m'entouraient, le repas élaboré servi dans une porcelaine qui faisait paraître les couverts de l'élégance bien fade, les rires faciles et les liens sincères qui se nouaient autour de la table. Mon téléphone a vibré avec des messages entrants. Je les ai ignorés jusqu'au 3e plat, un filet de bœuf parfaitement préparé avec une réduction à la truffe. Entre le 4e et le 5e plat, j'ai finalement jeté un œil à l'écran. Rebecca avait envoyé 15 messages, chacun plus frénétique que le précédent. Qui sont tous ces gens? Est-ce que c'est Margaret Reynolds de Reynolds Books? Comment connais-tu les O'Sullivan? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais des relations comme ça? Maman pose des questions. Ma mère avait envoyé ses propres messages. Nous devons parler. S'il te plaît, appelle-moi. Rebecca est très contrariée. J'ai retourné mon téléphone et me suis reconcentré sur la conversation qui se déroulait autour de moi. Margaret discutait de la possibilité d'organiser des événements d'auteurs chez Chapter et Verse. David Chen voulait présenter ma boutique dans la newsletter mensuelle de son restaurant. La collectionneuse, dont le nom était Patricia Aldridge, a décrit sa vision d'une bibliothèque privée qui nécessiterait des années d'acquisition minutieuse et des milliers d'heures d'expertise. J'aurais besoin de quelqu'un en qui j'ai une confiance totale, a dit Patricia en me regardant droit dans les yeux. Quelqu'un qui comprend non seulement la valeur monétaire des livres, mais aussi leur importance littéraire et historique. Quelqu'un qui aborde chaque acquisition comme le ferait un conservateur, pas seulement un marchand. C'est exactement ma façon de travailler, ai-je confirmé, mon esprit tourbillonnant déjà de possibilités. Alors nous devrions discuter des termes. Je suis prête à vous offrir une avance qui vous assurerait une stabilité financière tout en continuant à gérer votre boutique. Elle a nommé un chiffre qui couvrirait 3 mois de mon revenu actuel, chaque mois, pour les 3 prochaines années. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. James a croisé mon regard de l'autre côté de la table, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Il savait exactement ce qu'il faisait en réunissant ces personnes. Au moment où le dessert est arrivé, un soufflé au chocolat que le chef Bernard préparait individuellement pour chaque invité, mon téléphone avait accumulé 47 messages textes et 12 appels manqués. Par la fenêtre, j'ai regardé la baby shower de Rebecca se terminer. Les invités sortaient de l'élégance, plusieurs d'entre eux jetant des regards curieux de l'autre côté de la rue vers O'Sullivan's. Rebecca est sortie avec Travis, ma mère juste derrière eux. Ils se sont tenus sur le trottoir, fixant le pub. Même à cette distance, je pouvais voir la confusion et la colère sur leurs visages.
Rebecca s'est soudainement mise à traverser la rue, sa robe de maternité flottant derrière elle, Travis et Diane se dépêchant pour la suivre. Ils ont fait irruption par la porte d'entrée d'O'Sullivan, leurs yeux trouvant immédiatement l'entrée de la salle à manger privée. James s'est levé avec aisance, se déplaçant pour les intercepter avant qu'ils ne puissent entrer. « Je suis désolé, mais c'est un événement privé. Puis-je vous aider ?» « C'est ma sœur, » a dit Rebecca, me montrant du doigt à travers l'embrasure de la porte. « Nous devons lui parler. »« Votre sœur est actuellement en réunion d'affaires, » a répondu James, son ton poli mais ferme. « Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour la voir, je suis sûr qu'elle vous recevra lorsque son emploi du temps le permettra. » Diane s'est avancée, le visage rouge. « Écoutez-moi bien, jeune homme. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais c'est ma fille, et j'ai tout à fait le droit de lui parler. » James O'Sullivan s'est-il présenté en tendant la main. Ni Rebecca ni Diane ne l'ont prise. « Et en fait, votre fille est une invitée dans mon établissement. Elle a tout à fait le droit de terminer son repas et ses réunions sans interruption. Peut-être auriez-vous dû y penser avant de lui suggérer de manger dans ce que vous avez appelé un pub miteux. » Le visage de Rebecca a pâli. « Elle vous a dit ça ? » ?»« Elle l'a fait, » a dit James d'un ton égal, « ainsi que la façon dont vous l'avez délibérément exclue de votre baby shower malgré l'envoi d'une invitation. Comment vous l'avez humiliée devant vos invités. » Travis a finalement pris la parole, sa voix portant cette arrogance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. « Savez-vous qui je suis ? » Travis Montgomery, a dit James immédiatement. « Votre famille possède Montgomery Property. Vous faites actuellement l'objet d'une enquête de la ville pour plusieurs violations du code du bâtiment sur votre projet de développement du côté est. La réputation de votre entreprise a subi des coups importants au cours de la dernière année en raison de votre tendance à rogner sur les coûts. » La couleur a quitté le visage de Travis. « Ce n'est pas une information publique. »« Ça le sera, » a répondu calmement James. « Portland Monthly publie un article le mois prochain. » Il a fait un geste vers la journaliste assise à notre table, qui a levé son verre en guise de reconnaissance. « Maintenant, avons-nous terminé ici ?» a demandé James. La voix de Diane tremblait de colère. « C'est absurde. C'est sa famille. » « Alors vous auriez dû la traiter comme de la famille, » a dit simplement James. « Bonne journée. » Il a tenu la porte ouverte, indiquant clairement qu'ils étaient censés partir. Rebecca a regardé par-dessus son épaule, ses yeux rencontrant les miens. L'espace d'un instant, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être une véritable détresse traverser son visage. « On peut parler, s'il te plaît ?» a-t-elle crié. Je me suis levé, consciente que tout le monde à table s'était tu. En marchant vers l'embrasure de la porte, j'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle était belle, réussie, et entourée de tout ce que notre mère nous avait appris à valoriser. Elle était aussi profondément malheureuse, même si elle ne l'admettrait jamais. « Tu as eu 3 semaines pour me parler ?» ai-je dit doucement. 3 semaines entre l'envoi de cette invitation et aujourd'hui. Tu aurais pu appeler pour me parler du problème de place. Tu aurais pu être honnête. Au lieu de ça, tu as choisi de m'humilier devant tes amis. Tu m'as suggéré de manger dans ce pub parce que tu pensais que ça me ferait honte, parce que tu voulais que tout le monde voie que je n'appartiens pas à ton monde. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a protesté faiblement Rebecca. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et voici ce que tu ne comprends pas, Rebecca. Je ne veux pas appartenir à ton monde. Je ne l'ai jamais voulu. J'ai construit mon propre monde. Un monde où je suis respecté pour mes connaissances et mon intégrité. Un monde où les gens apprécient ce que je fais parce que c'est important, pas à cause de qui est mon mari ou de combien d'argent je dépense. Diane est intervenue, la voix sèche. Tu es incroyablement ingrate. Nous t'avons incluse dans l'invitation. Nous avons essayé de te faire participer à la célébration. Non, vous ne l'avez pas fait, ai-je dit. Vous avez envoyé une invitation par obligation, en espérant que je ne viendrais pas. Quand je suis venu, vous y avez vu une occasion de me rappeler ma place. Eh bien, je connais ma place maintenant, et ce n'est pas avec des gens qui me traitent comme une source d'embarras. Et alors ? La voix de Rebecca s'est élevée. Tu vas juste nous rayer de ta vie ? Nous sommes ta famille. La famille ne se traite pas comme vous m'avez traité, ai-je répondu. La famille ne passe pas des années à faire en sorte que quelqu'un se sente sans valeur parce qu'il a fait des choix différents.
La famille ne se moque pas du gagne-pain de quelqu'un pour ensuite s'énerver quand il y a des conséquences. Je suis retourné dans la salle à manger. James, pourriez-vous s'il vous plaît les raccompagner à la sortie? J'ai des affaires à régler. Il a fait exactement cela, fermant fermement la porte derrière eux. À travers la fenêtre, j'ai regardé ma mère, ma sœur et mon beau-frère se tenir sur le trottoir, se disputant entre eux. Finalement, ils sont montés dans la Range Rover de Rebecca et sont partis. Quand je suis retourné à la table, les autres invités ont applaudi doucement. Patricia Aldridge a levé son verre. A trouvé sa place, où que ce soit. A trouvé sa place, a fait écho tout le monde. Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans un tourbillon de conversations enrichissantes, de cartes de visite échangées, et de plans concrets pour de futures collaborations. Au moment où le dernier invité est parti, le soleil se couchait sur la rivière Willamette, peignant le ciel de nuances d'ambre et de rose. James et moi nous tenions à la fenêtre, regardant la lumière s'estomper. La salle à manger privée semblait immense maintenant que tout le monde était parti. Merci, ai-je finalement dit, pour tout ça, pour m'avoir défendu, pour avoir cru que je valais cet effort. Tu vaux considérablement plus d'efforts que ça, a répondu James. J'aurais fait bien plus si tu me l'avais permis. Je me suis tourné pour lui faire face. Pourquoi? Tu me connais à peine. Nous avons eu peut-être une douzaine de conversations. La qualité plutôt que la quantité, dit-il avec un léger sourire. Ces 12 conversations m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu es intelligente, passionnée par ton travail, et gentille avec tous ceux qui entrent dans ta boutique. Tu te souviens des détails sur les préférences de lecture des gens. Tu t'enthousiasmes à l'idée de trouver le livre parfait pour quelqu'un. Tu traites les éditions originales rares avec la révérence qu'elles méritent, et tu as construit quelque chose de significatif à partir de rien. Ce qui demande un courage que la plupart des gens ne trouvent jamais. Je n'arrêtais pas de te repousser, ai-je fait remarquer. C'est vrai, a-t-il convenu. Et j'ai respecté ça, même si je n'étais pas d'accord avec tes raisons. Tu n'étais pas prête, ou tu ne me faisais pas confiance, ou tu avais d'autres priorités. Quelle que soit la raison, j'étais prêt à attendre. Et si je n'avais jamais été prête? Il a haussé les épaules. Alors je me serais contenté d'être le type qui achète occasionnellement des éditions originales hors de prix à la libraire qu'il admirait de loin. Mais je suis content que tu aies franchi ma porte aujourd'hui, même si les circonstances étaient malheureuses. J'ai regardé cet homme qui avait orchestré tout un après-midi pour m'aider à voir ma propre valeur, qui m'avait défendu contre ma famille sans qu'on le lui demande, qui avait passé des mois à attendre patiemment alors que je le tenais à distance. J'aimerais dîner avec toi, ai-je dit. Pas comme une réunion d'affaires ou un complot de vengeance contre ma famille, juste un dîner. Le sourire de James a transformé tout son visage. J'aimerais beaucoup ça. Bien que je doive te prévenir, maintenant que j'ai fait mon premier pas, j'ai l'intention d'être assez persistant pour te convaincre que je vaux la peine d'être gardé. Je pense que tu as déjà présenté des arguments assez convaincants, ai-je dit. Il a pris ma main, ses doigts chauds contre les miens. Bien, parce que j'ai encore beaucoup à te montrer. Nous sommes restés là alors que le soir tombait sur Portland, les lumières du pub se reflétant sur les rues mouillées en contrebas. De l'autre côté, l'élégance avait fermé pour l'après-midi, ses fenêtres sombres. Demain, les rumeurs commenceraient à se répandre. Les gens poseraient des questions sur ce qui s'est passé à la baby shower de Rebecca, sur la mystérieuse réunion au pub O'Sullivan, sur la libraire qui s'est avérée avoir des liens avec certains des gens d'affaires les plus influents de Portland. Mon téléphone continuait de vibrer avec des messages que je ne prenais pas la peine de lire. Finalement, il faudrait que je m'occupe de ma famille. Il y aurait des conversations, probablement inconfortables. Rebecca exigerait des explications. Diane essaierait d'arranger les choses, tout en faisant comprendre qu'elle pensait toujours que j'avais surréagi. Travis tenterait d'utiliser ses relations d'affaires pour me punir d'une manière ou d'une autre, bien qu'il trouverait cela plus difficile que prévu maintenant que j'avais mon propre réseau de soutien. Mais c'était le problème de demain. Ce soir, je me tenais dans une belle pièce avec un homme qui me voyait clairement et qui aimait ce qu'il voyait. J'avais passé si longtemps à croire le récit de ma famille sur mes choix que j'avais oublié d'écrire ma propre histoire. Maintenant, entouré de preuves de ce que j'avais réellement construit et de qui j'étais réellement devenu, je pouvais voir la vérité. Je n'étais pas la déception de la famille. J'étais celle qui s'était échappée. James a serré doucement ma main. À quoi penses-tu? À la façon dont les pires moments mènent parfois aux meilleurs résultats, ai-je dit.
Comment être exclu de cette baby shower a peut-être été la meilleure chose qui pouvait arriver. Je serais d'accord, sauf que je suis évidemment partial. Il a souri. Viens, laisse-moi te raccompagner à ta voiture. Demain, je t'emmènerai prendre le petit déjeuner et nous pourrons discuter de ce dîner. J'espère que tu seras d'accord pour ça aussi. J'ai déjà accepté pour le dîner, lui ai-je rappelé. Je sais, mais je suis gourmand. Je veux aussi le petit déjeuner, et le déjeuner, et probablement tous les autres repas que tu seras prête à partager. J'ai ri, le son me semblant étranger après le poids émotionnel de la journée. Tu es très sûr de toi. Je suis sûr de toi, a-t-il corrigé. J'espère juste que tu me donneras une chance de prouver que je vaux ton temps. Nous avons traversé le pub maintenant silencieux, James éteignant les lumières au passage. Ma Honda Civic était seule sur le parking, semblant nettement déplacée à côté de l'élégante Audi de James. Je te suivrai jusqu'à chez toi, a-t-il proposé. Pour m'assurer que tu arrives en toute sécurité. Ce n'est pas nécessaire, ai-je commencé à protester, mais il a secoué la tête. Fais-moi plaisir. La journée a été difficile, et je veux m'assurer que tu vas bien. Quelque chose dans sa préoccupation sincère m'a profondément touché. J'avais passé si longtemps à être forte et indépendante que j'avais oublié à quel point il était agréable de laisser quelqu'un prendre soin de soi. D'accord, ai-je accepté. Le trajet de retour à ma librairie a duré 20 minutes à travers des rues rendues glissantes par la pluie. Les phares de James sont restés stables derrière moi tout le long, une présence rassurante. Quand je me suis garé dans la ruelle derrière Chapter et Verse, il s'est garé derrière moi et m'a accompagné jusqu'à la porte. Merci encore, ai-je dit, la clé à la main. Pour tout. Le plaisir était entièrement pour moi, a répondu James. Il a hésité, puis s'est penché et m'a déposé un baiser sur la joue. Repose-toi bien. Je te vois demain. Je l'ai regardé s'éloigner, puis j'ai monté les escaliers jusqu'à mon appartement. L'espace semblait différent, d'une manière ou d'une autre plus chaleureux et plus accueillant qu'il ne l'avait été ce matin-là. J'ai retiré la magnifique robe de Bridget, que James avait insisté pour que je garde, et j'ai enfilé des vêtements confortables, puis je me suis préparé une tasse de thé. Mon téléphone affichait 63 messages non lus. Je les ai parcourus brièvement. Les messages de Rebecca étaient passés de la confusion à la colère, puis aux supplications. Ceux de Diane suivaient un schéma similaire. Il y avait aussi des messages de parents à qui je parlais à peine, tous posant des variantes des mêmes questions. J'ai éteint mon téléphone et j'ai porté mon thé jusqu'au rebord de la fenêtre donnant sur la rue. La pluie continuait de tomber, créant un rythme apaisant contre la vitre. Il y a 6 mois, James O'Sullivan était entré dans ma librairie à la recherche d'une première édition de Steinbeck. Je lui avais trouvé le livre et j'avais construit un mur entre nous, convaincu que garder ma vie professionnelle et personnelle séparée était le choix intelligent. En y repensant maintenant, je pouvais voir que je m'étais protégé d'une blessure potentielle en repoussant tout ce qui pourrait avoir de l'importance. Ma famille m'avait bien appris. La supériorité constante de Rebecca, la déception sans fin de Diane, les années à me faire dire que mes choix étaient mauvais, tout cela m'avait convaincu que j'étais, d'une certaine manière, inférieur. J'avais intériorisé leurs critiques jusqu'à y croire moi-même. Cet après-midi avait brisé cette croyance. Voir Margaret Reynolds exprimer son admiration pour mon travail. Écouter Patricia Aldridge me décrire comme l'une des marchandes les plus compétentes qu'elle ait rencontrées. Voir l'enthousiasme de David Chen à l'idée de s'associer à ma boutique, tout cela m'avait forcé à affronter le décalage entre la façon dont je me voyais et la façon dont les autres me voyaient. James avait tout orchestré, non pas pour humilier ma famille, mais pour me montrer ma propre valeur. J'ai pensé à Rebecca, debout sur le trottoir devant O'Sullivan's, la confusion et la colère peintes sur son visage. Pendant des années, elle avait maintenu sa position de sœur qui a réussi, celle qui avait fait tous les bons choix. Aujourd'hui avait perturbé ce récit. Elle m'avait vu en vêtements de créateur, entouré de personnes influentes, faisant des affaires avec l'élite de Portland. Tout ce qu'elle avait utilisé pour définir sa supériorité s'était révélé superficiel. Une partie de moi se sentait coupable de savourer son malaise, mais une plus grande partie se sentait libérée. Le lendemain matin est arrivé avec un faible soleil perçant à travers les nuages. J'ai ouvert Chapter et Verse à 9 h, suivant ma routine habituelle de vérification de l'inventaire et de préparation pour les clients de la journée. L'odeur familière des vieux livres et du bois poli m'a apporté du réconfort après la turbulence émotionnelle de la veille. Je cataloguais une nouvelle livraison de polar vintage quand mon email a sonné avec 3 nouveaux messages.
Le premier venait de Margaret Reynolds, confirmant notre accord de consultation et me demandant mes disponibilités pour la semaine suivante. Le deuxième venait de Patricia Aldridge, avec un contrat formel en pièces jointes pour le poste de conservatrice de bibliothèque. Le troisième était de David Chen, proposant des termes spécifiques pour le partenariat du café-bar, y compris des pourcentages de partage des bénéfices plus généreux que ce à quoi je m'attendais. J'ai lu chaque message 2 fois, m'assurant de ne pas mal comprendre. Ce n'était pas de fausses promesses faites autour d'une coupe de champagne. C'étaient des offres commerciales concrètes, avec des termes réels et des délais précis. Moins de 24 heures après avoir été humilié par ma famille, j'avais reçu 3 opportunités qui allaient fondamentalement changer ma situation financière et ma position professionnelle. Mon téléphone a sonné. Le nom de Rebecca est apparu sur l'écran. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Pas encore prête pour cette conversation. Elle a rappelé immédiatement. Puis Diane a appelé. Puis Rebecca à nouveau. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retourné au contrat, prenant des notes sur les termes que je voulais négocier et les questions que je devais poser. La cloche de la boutique a tinté alors que mon premier client de la journée entrait, Madame Patterson, une professeure d'anglais à la retraite qui venait tous les jeudis à la recherche de littérature classique à ajouter à sa collection. Nous avons passé 40 minutes à discuter des mérites de diverses éditions des Brontë avant qu'elle ne choisisse un magnifique exemplaire des Hauts de Hurlevent avec des illustrations originales. Alors que j'emballais son achat, elle a mentionné avoir vu ma photo sur les réseaux sociaux, de la réunion d'hier chez O'Sullivan. Ma nièce travaille au Portland Monthly, a-t-elle expliqué. Elle a été très impressionnée par vous. Elle a dit que vous étiez la personne la plus compétente de la salle en matière d'histoire littéraire. Le mot se répandait déjà. Dans une ville comme Portland, où la communauté professionnelle est étonnamment interconnectée, la nouvelle des événements d'hier atteindrait tous ceux qui comptaient en quelques jours. À 10 heures précises, James a franchi la porte, portant 2 tasses de café et un sac de la boulangerie du coin. « Bonjour », dit-il, son sourire chaleureux et sincère. « J'ai apporté le petit déjeuner. J'espère que ça te plaît. » J'ai accepté le café avec gratitude, son arôme riche emplissant l'espace entre nous. « Tu n'avais pas à faire ça. »« Je voulais le faire, » dit-il simplement, posant le sac sur mon comptoir. « D'ailleurs, je t'ai promis le petit déjeuner. Tu te souviens. » Je me souviens. Tu fais attention aux détails quand ça compte. Oui. Il s'est appuyé contre le comptoir, l'air complètement à l'aise au milieu de mes étagères de livres. Comment te sens-tu aujourd'hui? Étonnamment bien, ai-je admis. J'ai déjà reçu 3 propositions commerciales formelles ce matin. De vrais contrats, pas seulement de polies promesses. C'est parce qu'ils reconnaissent la qualité quand ils la voient. Son expression est devenue plus sérieuse. As-tu eu des nouvelles de ta famille? Plusieurs appels. Je n'ai pas encore répondu. James a hoché la tête, compréhensif. Prends ton temps. Ils ne méritent pas un accès immédiat à toi après ce qu'ils ont fait. Nous sommes restés là dans un silence confortable, sirotant notre café alors que la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de la librairie. Dehors, Portland se réveillait, les gens se dépêchant avec des parapluies et des mallettes. À l'intérieur de chapters et verses, entouré d'histoires écrites par d'autres, j'étais enfin prête à écrire la mienne. À propos de ce dîner, ai-je dit, croisant le regard de James. Quand est-ce que tu y pensais? Son sourire aurait pu illuminer toute la boutique. Que dirais-tu de ce soir? Sauf si c'est trop tôt. Ce soir, ça semble parfait. Et ce le fut.